Bonjour, pour ce deuxième débat sur l'économie landaise, le Covid et la situation, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Lenné, député, Bonjour. et le président du MINDEF, Christian Lafont. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors on va faire le tour un peu de la situation. Déjà, pour commencer, Monsieur Lenné, la situation du Covid, où est-ce qu'on en est? Alors, on est plutôt porteur de bonnes nouvelles, comme vous le savez, ces derniers jours, dernières semaines, puisqu'il semble que le confinement nous propose quelques effets intéressants. Alors, dans les Landes, on était un peu en retard par rapport aux bonnes nouvelles nationales, mais on les rattrape avec des taux d'incidence qui baissent significativement, quasiment de moitié maintenant depuis 3 semaines. D'arriver aux urgences, ça commence un peu à baisser, mais on n'est pas encore tout à fait. Voilà, il y avait 28 à Mont-de-Marsan, 28 lits Covid qui étaient prévus. On est monté jusqu'à 26, hein. Donc vous voyez qu'il ne fallait pas que ça aille beaucoup plus haut. Bon, mais quand même une très bonne gestion de la crise sanitaire par nos soignants, par l'hôpital, et puis également par la médecine de ville. Donc il faut les en féliciter, continuer à penser à penser à eux dans toutes les mesures que nous sommes amenés à prendre dans les jours et les semaines à venir. La santé publique étant prioritaire, vous le savez, pour le président de la République, pour le gouvernement et évidemment pour la majorité. Et je pense que ça fait relativement consensus, malgré les difficultés dont on va parler là, effectivement, induites sur l'économie réelle et l'emploi. Mais voilà, donc des nouvelles plutôt positives sur le département et en France en général. Ce qui va amener le président de la République mardi à annoncer, entre guillemets, un déconfinement partiel, c'est-à-dire la réouverture de nombre de nos commerces, pas tous malheureusement, et donc avec des mesures d'accompagnement qu'il va nous falloir poursuivre pour les entreprises. Alors comme vous dites, pas tous. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup. Je crois que c'est les deux tiers des commerces landais qui sont fermés. Une situation quand même qui est préoccupante pour vous au niveau du MEDEF. Mais bien entendu, quand un établissement est fermé, il rentre zéro chiffre d'affaires. Même s'il a des aides ou des prêts, il n'empêche pas moins qu'il fait zéro chiffre d'affaires. C'est un traumatisme pour l'ensemble des chaînes d'entreprise et pour l'ensemble de leurs collaborateurs. Bien évidemment, il y a une urgence de rouvrir ces établissements. Alors, si les nouvelles sont bonnes, aujourd'hui, vous dites on va rouvrir beaucoup de commerces. En ce moment, se déroule ce week-end dans beaucoup d'endroits des manifestations au niveau des cafetiers, restaurateurs. Ils ont bien peur d'être encore une fois les oubliés de ce déconfinement. Vous avez raison, c'est extrêmement compliqué et je souscris totalement à ce que disait M. Lafont sur la solidarité qu'on doit avoir envers le monde économique et la souffrance de ceux dont c'est le projet d'une vie, et l'investissement matériel et puis des fois un héritage familial et qui est aujourd'hui mis en difficulté, des fois en profonde difficulté jusqu'à la fermeture parce qu'il y a ces mesures sanitaires de fermeture administrative. Et donc, effectivement, la France a été le pays le plus généreux envers l'aide sociale, mais également envers l'aide aux acteurs économiques. C'est jamais suffisant. Ces mesures d'accompagnement, à mon avis, il faut le faire un peu plus de même par filière que. Aujourd'hui, on était sur un spectre un peu large. Là, le gouvernement travaille de plus en plus en filière. Ce qui m'amène à parler des cafés, restaurants, hôtels qui payent un très très lourd tribut. La France est le premier pays visité dans le monde. Donc on sait que c'est une économie réelle qui a un poids conséquent. Et moi j'ai fait une lettre, une tribune avec quelques collègues, on est 34 collègues à avoir envoyé une lettre au président de la République pour demander une réouverture de ces commerces-là le 18 décembre. Ça a laissé le temps de monter en puissance. Je crois que c'est l'Autriche ou l'Irlande, ou les deux, qui ont travaillé sur des jauges à minima. Vraiment, on commençait par un tiers dans les restaurants et cafés. Et pour monter, si les chiffres étaient bons, ce qui permettait une remontée beaucoup plus progressive que ce qu'on a connu. C'est peut-être des solutions comme ça il va falloir qu'on expérimente un peu là aussi. Et on sait très bien qu'il y a un problème de rentabilité sur certains établissements quand on n'a qu'un tiers de jauge, selon la taille de la salle, qu'on est en hiver et qu'on n'a pas de terrasse, très marginalement. Et donc, malgré tout, on sait qu'on se contamine dans des endroits clos. Donc, il va falloir faire avec. Mais moi, je suis pour qu'on accélère l'ouverture des restaurants, des cafés, mais en conscience. Vraiment avec un protocole très serré, mais ils ont montré qu'ils savaient être professionnels dans cette filière et qu'ils sont capables de faire des propositions intéressantes.
Et est-ce qu'on ne peut pas, justement, dans les solutions, on a quand même mis en place une application anti-Covid, Monsieur Lafont, qui pourrait permettre aussi de voir d'où ça démarre, ça aiderait, et de ne pas fermer des zones où il n'y a pas de raison de fermer. Et des zones où on voit arriver le Covid, on pourrait fermer. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? En tout cas, le MEDEF a relayé à l'ensemble de ses adhérents sur le territoire national l'intérêt de mettre en place cette application sur leur smartphone. Et on a sollicité tous nos adhérents pour qu'eux-mêmes relaient ce message-là à l'ensemble de leurs salariés. Il est extrêmement important qu'un maximum de la population soit doté de cette application pour avoir une excellente traçabilité. Je ne pouvais pas m'imaginer que j'étais à côté d'une personne qui était contaminée par le Covid, j'ignore, dans le transport en commun, dans le virus, dans un autre établissement, peu importe. En tout cas, vraiment, je l'ignorais et je ne pouvais pas me l'imaginer. Et pourtant, grâce à cette application, effectivement, on va me renvoyer une alerte sur cette présence-là, quoi. Enfin, voilà, donc, je veux dire, c'est extrêmement important que tout le monde joue le jeu. Je veux dire, c'est un jeu citoyen que de mettre en place cette application-là. Et elle a d'autres intérêts, quand même, cette application. D'abord, elle vous permet aussi de remplir, vous savez, vos droits de sortie, vos droits d'aller et venue. Vous les avez aussi sur cette application, tous anti-Covid. Et ensuite, elle vous donne les statistiques qui sont intéressantes sur l'ensemble national. Les statistiques donc, des personnes contaminées, malheureusement, et puis des courbes, et puis aussi, effectivement, ce taux de reproduction, quoi. Et d'ailleurs, ce taux de reproduction, je vous l'informe, qui est à moins de 1. Donc, normalement, moins de 1, on devrait rouvrir l'ensemble des établissements, si on doit croire le conseil scientifique. C'est un peu moins dangereux. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, quand on fait des mesures, plutôt que d'être dans ce type de mesures où on ferme tout, où on empêche une profession, une filière, essayer de trouver des solutions intermédiaires, comme cette application qui permettrait de géolocaliser des foyers, des clusters, comme on dit? Oui, mais la technique progresse et on voit bien que tous anti-Covid, ça fonctionne mieux que le premier logiciel qui était sorti à la hâte avant l'été. Et donc, il faut s'en féliciter. Je remercie le MEDEF d'en faire la promotion parce que c'est un outil très intéressant. C'est vrai qu'il y a les attestations pour sortir, également toutes les statistiques nationales où on peut mieux comprendre l'évolution de cette maladie. Mais on la comprend mieux aujourd'hui, fin novembre. On n'avait pas du tout cette vision-là avant. Et quand on a déconfiné la première fois, si on avait eu tous ces outils statistiques et cette connaissance de la maladie, sûrement l'aurait-on fait différemment. Et donc on apprend, et je vois que tous les Européens, tous les pays européens, les Allemands étaient un peu mieux, souvent c'est les bons élèves de la classe, mais même les Scandinaves, les Anglais ou les Italiens, et il ne faut pas envier les Italiens aujourd'hui, dont on nous disait que c'était un modèle réussi, qu'ils avaient compris la première fois, vous voyez que c'est très compliqué. Donc si on avait une baguette magique, bien sûr qu'on l'utiliserait, que le gouvernement l'utiliserait. Bon, voilà, il y a cet outil numérique auquel je crois beaucoup, qui est en plus ludique, plus facile à utiliser que la dernière fois. En tout cas, il est téléchargé, ça fonctionne. Il faut l'élargir. Et M. Lafont a raison d'en parler là et d'en faire la promotion parce que c'est un outil intéressant pour le réveil du monde économique et notamment la perspective de l'ouverture des restaurants et des cafés et des restaurants. Parce qu'il va mieux falloir savoir avec qui on est, et alors sans flicage excessif, mais on a des lois qui nous protègent dans ce pays, heureusement là-dessus. Mais remonter la chaîne des contaminations, c'est essentiel. Rappelez-vous, cet été, j'étais pas sur votre plateau, mais celui de France 3, pour rappeler qu'il fallait faire dépistage en masse, parce qu'on avait beaucoup de monde sur le territoire, et que plus on dépiste tôt, plus on sait tôt, plus on évite le cluster, et donc la chaîne de contamination, on la rompt. Donc c'est évident. Donc tester, tracer, isolé, il va falloir le refaire. On avait trop de cas pour le faire aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'était pas possible. Donc moi, j'essaie de regarder les meilleurs élèves de la classe aujourd'hui, comment ça marche. Et en même temps, je sais qu'on est des latins. Et donc, on a bien ce contact, cette approche des gens, etc. Donc, il faut aussi apprendre à ça. Voilà, je pense en étant parfaitement lucide de ce qu'on est, on sait se doter des bons outils pour être résilient aujourd'hui et demain, et justement pour participer à ce réveil économique de la France. Alors, vous êtes maire d'une petite commune, sans être péjoratif. Je le fus. Vous le fûtes, Sanguinet, qui est une commune touristique. Vous allez voir où je vais en arriver. Là, on arrive au moment des fêtes, où le tourisme va revenir.
Comment ça va se passer et quelles vont être les incidences économiques? Parce qu'on sait que dans les Landes, c'est hyper important. On a été énormément touchés pendant cet été. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on va faire pendant les fêtes? Comment on peut ne pas reproduire certains schémas et garder économiquement la main, Monsieur Lafont? Le fait qu'il n'y ait pas eu de grandes manifestations comme les férias, d'abord, avant les férias, je vous rappelle que depuis le mois d'avril, il n'y a pas eu les braderies de Segor, dans le sud des Landes. Et ensuite, donc, depuis les braderies de Segor, tous les gros événements, toutes les grandes festivités de notre département est annulé. C'est un chiffre d'affaires important qui devait être généré par les sociétés landaises qui ne s'est pas réalisé. Donc il faut bien se rendre compte, que ce soit les restaurateurs, les cafetiers, les services de nettoyage, les locations de chapiteaux, les locations de pas de mobilhommes, mais les locations de sanitaires, par exemple, les services de sécurité et autres. Bon, tout ça ne s'est pas réalisé. C'est une perte significative dans notre économie locale. Ce que je sais, et les remontées que nous avons de nos adhérents, c'est que l'économie front de mer a plutôt bien fonctionné, l'économie à l'intérieur des terres a moins fonctionné. Ce qui est compliqué, je prends d'ailleurs dans le cas de la circonscription du député M. Lenné, c'est que vous prenez les campings de la communauté des communes des Grands Lacs, les campings qui sont implantés dans la communauté de communes de Mimizan, leurs taxes de séjour sont prélevées encore au forfait, qui est une aberration absolue. Le MEDEF s'est opposé auprès de ces présidents-là pour supprimer de manière définitive l'ensemble de ces taxes au forfait. Il faut qu'on ait des taxes au réel, puisque cette année n'a pas du tout ressemblé aux autres années. Vous pouvez imaginer que la saison estivale de 2020, en tout cas à l'intérieur des terres, n'a pas ressemblé à celle de 2019-2018. Donc on ne peut pas taxer on ne peut pas prélever les taxes de séjour de ces campings au forfait. Le forfait se base sur une potentialité de clientèle. Or là, non. Vous savez qu'il y a des campings qui étaient à moitié vides. Donc, si elles sont à moitié vides, comment voulez-vous qu'elles remboursent? Dernièrement, moi, j'ai 2 campings qui m'ont appelé. Il y en avait un qui devait payer donc sa taxe de séjour de plus de 120 000 euros. Un autre, 190 000 euros. C'est énorme. Mais on n'a pas les moyens de la payer. Donc il faut absolument le supprimer. Et je suis content d'ailleurs que, M. Lenné, vous êtes là. Peut-être allez-vous appuyer notre requête auprès de l'ensemble de ces présidents de ces 2 communautés de communes, quoi. Parce que je vais rebondir sur ce que dit M. Lafont, M. Lenné, c'est qu'on parlait aussi de toutes les aides, et Dieu sait s'il y en a, et ça on ne peut que s'en féliciter, mais il y en a beaucoup, c'est des reports. Alors, ils ne rentrent pas d'argent, on leur dit vous allez quand même payer, mais plus tard. Ils n'ont toujours pas fait de chiffre d'affaires. Pourquoi on n'a pas de l'exonération plutôt que des reports? Alors, plusieurs choses. Sur la taxe de séjour, effectivement, le choix qui avait été fait à l'époque, c'était mes antépénultièmes prédécesseurs, avant que je sois maire, c'était effectivement le choix du forfait. Donc, en gros, sur un modèle de camping, il y a tant de nuitées, et donc ça s'inscrit dans un forfait, et après, il devrait... J'insiste sur le fait que la taxe de séjour, c'est juste collecté, c'est comme la TVA, c'est collecté par le professionnel. Donc en fait, ce qui est reversé, c'est quand même le nombre de nuits qui a quand même été effectué. Donc il peut y avoir une clause de revoyure là-dessus, et je penserais qu'il faut adapter en fait ce forfait en fonction du nombre à la lumière de ce qu'il y a eu cet été. Mais cet été, ça a bien marché. Ça n'a pas marché effectivement au mois d'avril, mai, juin, mais dont on sait que 80% du chiffre d'affaires, c'est quand même les 2 mois d'été. Donc voilà, pour mettre en tenue avec les professionnels du tourisme dans la communauté de communes des Grands Lacs. Mais pas que, parce que j'ai pas mal tourné cet été. Donc moi, je suis tout à fait peur à en parler avec des professionnels. On se met autour de la table et vraiment, j'avais vu ceux-là cette année. Ils étaient quand même rassurés par la saison qu'ils avaient faite. La perspective de l'avenir est déjà plus inquiétante. Donc on sait qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des clauses de revoyure au niveau des assurances, que ce soit sur les hôtels, restaurants et les campings, et que là, les clauses d'assurance sont moins favorables par rapport à ce qu'on a vécu. Donc c'est plus ça, moi, ma vigilance à l'instant, là, en ce moment, sur des assurances qui vont devenir beaucoup plus chères et qui vont moins couvrir. Sur le reste de l'économie, c'est quand même historique dans notre nation qu'il y ait des reports de charges
générale, et surtout, là où il y avait des fermetures administratives, des exonérations de charges, par là au café, restaurant notamment, où ça ne s'était pas produit jusqu'à présent, parce qu'en fait, c'est ces cotisations-là, notamment patronales, mais également les reports des salariés, c'est quand même ce qui va permettre de payer demain les retraites, l'assurance chômage, et dont on sait qu'elle va être très sollicitée, qu'elle est déjà pas mal. Donc voilà, donc c'est un juste équilibre. Une fois de plus, cette nation est celle qui a fait le plus dans les pays de l'OCDE, j'entends. Hein. On pourrait trouver quelques pays comme Luxembourg, effectivement, mais qui sont des pays où il y a moins d'un million d'habitants, qui sont très riches, qui ne seraient pas comparables à notre nation. Mais par rapport à l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie ou les États-Unis, c'est vrai que nous avons fait beaucoup plus sur le monde économique. Une fois de plus, je pense qu'il faut davantage cibler. Je pense que ça va être le travail du gouvernement là. Mais entre le PGE, c'est-à-dire le prêt garanti de l'État, où les banques ont quand même joué les jeux, et la Banque de France a été très active quand les banques tordaient un peu le nez pour prêter. La Banque de France a fait des interventions. Quand ça marche, il faut le dire. Les services de l'État ont été résilients parce qu'il y a eu l'aide des 1 500 €. Il y a des aides aujourd'hui jusqu'à 10 000 € d'indemnité pour les indépendants, notamment les micro-entrepreneurs, les petites entreprises, les professions libérales qui passaient qui n'étaient pas dans la raquette, comme on dit. Mais là, tout ça s'est resserré, les cordages s'est resserré. Donc aujourd'hui, il y a des amortisseurs pour ces personnes-là. Et puis, cet été, on a été à 500 000 PGE qui avaient été faits. Vous imaginez un peu l'investissement massif de l'État pour l'économie. Mais c'était également l'intérêt de la nation. Ce n'était pas un cadeau, entre guillemets, une situation très dégradée au monde économique. C'est-à-dire que le monde économique s'écroulant, le système social français s'écroulant avec. Et la reprise étant d'autant plus difficile. Le fait de travailler sur des aides au chômage partiel, c'est bien pour la personne qui en bénéficie. C'est pareil, un filet de sécurité. Mais ça permet aussi à l'employeur de garder son collaborateur formé, son collaborateur en qui il a confiance, et de le employer immédiatement après, au jour meilleur, à la fin des fermetures administratives, notamment dans le monde du commerce, dans la restauration. Donc vous voyez que ces filets-là ont permis d'éviter la catastrophe. Et donc on a vu le rebond économique qui s'est produit cet été et à l'automne. Là aussi, on a des difficultés aujourd'hui, mais dans certaines filières, effectivement, de l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie, entre autres, la culture, qui paye à l'eau tribut. Mais on sait que ça va repartir après. Mais bon, on regarde, moi, des fois, j'aime bien comparer à ce qui se fait dans les pays voisins qui sont comparables aux nôtres. Et on n'a pas à rougir de ce qui a été fait en France, et sur le traitement sanitaire, et sur le traitement économique, qui a été remarquable. Monsieur Lafont, vous êtes d'accord avec son analyse? Je suis tout à fait en adéquation avec l'analyse du député Lenné. Mais quand on regarde nos pays voisins, et celui qui nous intéresse le plus, puisque c'est fait qu'on connaît tous le couple franco-allemand, quoi. Bon, les Allemands n'ont pas fermé les commerces. Les Allemands ont augmenté de 30 000 places de lits supplémentaires dans les hôpitaux, vous voyez. Donc, ils ont vraiment allié aussi la crise sanitaire, en tout cas les besoins de guérir rapidement leurs concitoyens, et le maintien de l'ouverture des commerces. Alors, avec des couvre-feux, avec certains commerces fermés, avec certaines mesures. D'ailleurs, je pense, il est possible que ce que va nous annoncer le président de la République soit maintenant en calque, si vous préférez, avec ce qu'a déjà fait l'Allemagne. On a l'impression que l'Allemagne a toujours un pas d'avance sur nous. Alors, on nous dit bien évidemment, on entend dire, oui, mais ça y est, historiquement, l'État n'a jamais autant aidé les entreprises. Bien évidemment, historiquement, l'État n'a jamais demandé aux sociétés de fermer. Quand l'État demande et ordonne aux sociétés de fermer, il faut bien ensuite après les aider. Il faut les aider de deux manières. Il faut les aider dans un plan de relance pour ceux qui arrivent à sortir la tête de l'eau. Puis ensuite, il faut essayer d'aider ceux qui sont toujours au fond de la piscine. Il faut essayer de les aider, parce que sinon, au bout d'un moment, ils vont se noyer. Donc, c'est à ça que sert effectivement le PGE, c'est à ça que sert le report des charges, c'est à ça que sert le chômage partiel. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, M. Poinsignon, et je vous remercie d'avoir insisté dessus, c'est que ce ne sont que des dettes reportées pour une grande partie. Donc, est-ce qu'ils seront en capacité de les payer ou pas? J'ignore. Dernièrement, j'ai écouté une statistique dans un journal qui disait que plus de 32% des restaurants allaient disparaître. Alors, maintenant, les statistiques valent ce qu'elles valent, puisque aujourd'hui, on se méfie un petit peu de tout. Mais 30%, si c'est 30%
ont souscrit des PGE, qui va les rembourser? Il faudra bien payer. Qui va rembourser ces reports de charges? Il faudra bien qu'un jour on les paye. Là, vous savez que l'État ne produit pas d'argent. L'État, en fait, récupère l'argent de ces taxes et aussi de ces prêts qu'elle formalise, quoi. Donc, il faudra bien qu'à un moment donné, ceux qui restent debout continuent à payer, ou les contribuables, c'est-à-dire les salariés, bien évidemment, le paient. Oui, parce que c'est un peu la difficulté de l'équation. C'est que d'un côté, on a un système qui rentre de l'argent pour payer tout notre système social. Et là, il est en difficulté puisque les entreprises économiques qui ramènent de l'argent. Et puis, il faut aussi continuer le système social. Donc, c'est vrai qu'on est un peu coincé entre le report et l'exonération. Que va-t-il se passer en 2021? Personne n'est capable de le dire. C'est un peu la grande inconnue. Ce qui doit nous rassurer, au-delà du grand endettement, hein, parce qu'on a quand même les 100 milliards, alors même si une grande partie est financée par l'Union européenne et qu'on a mutualisé la dette, et c'est quand même une avancée extraordinaire, en grande partie due à Emmanuel Macron qui a su convaincre Angela Merkel et après tous les partenaires européens, c'est d'avoir réussi à mutualiser pratiquement la moitié de la dette. Et il faudra sûrement continuer dans cette voie parce que c'est une crise du modèle économique européen aujourd'hui, même si les Allemands s'en sortent un peu mieux, mais enfin quand on regarde les autres, même les pays de l'Est aujourd'hui sont particulièrement touchés, ils sont bien moins résilients que les pays de l'Ouest pour affronter une crise économique. Donc on voit qu'aujourd'hui on peut compter sur l'Europe. Mais au-delà de ça, on voyait qu'il y avait des réformes structurelles qui avaient été faites, et donc je pense que le président du MEDEF ne me démentira pas, qui avaient été des signaux envoyés au monde économique depuis 3 ans, et avec des résultats qui étaient significatifs. Une baisse du chômage comme rarement on en avait eu, une augmentation du nombre d'apprentis, de gens en formation. La France était devenue le pays le plus attractif en matière d'innovation, étant le premier pays qui recevait les capitaux américains, notamment sur des entreprises de R&D, de recherche et développement, dont on sait la valeur des emplois qui sont créés derrière. Donc, France avait retrouvé une magnifique attractivité. Il y avait encore beaucoup de boulot à faire. Pour tout ça, pour vous dire, quand intervient la crise, on revient quand même sur des fondamentaux économiques. On est toujours bien endetté, hein, 100% du PIB quasiment à ce moment-là, mais on est sur des fondamentaux économiques qui sont positifs. Avec de la croissance, pas très importante, mais quand même de la croissance, et surtout moins de chômeurs. Donc on revient dans le vert, entre guillemets, ce qui n'est pas arrivé dans ce pays depuis très longtemps, qui était, chacun peut le reconnaître, l'œuvre qui avait été accomplie ces dernières années, et les signaux envoyés notamment au monde économique. Donc ça, c'était la partie positive. Patatras, tout s'effondre au mois de mars avec le confinement, et le retour économique terrible qui arrive. Mais la signature de la France financière est forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours, pour les prêteurs, on est toujours une signature engageante. Donc on n'a pas de difficulté là-dessus. En outre, les spécialistes, depuis toujours, mais les spécialistes nous disent qu'on n'est pas à la veille d'une crise financière. Donc des fondamentaux économiques, des bases économiques plutôt saines, un endettement fort malgré tout, mais avec de la croissance et des potentiels. Donc voilà, c'est pas la Grèce en 2008 ou l'Espagne en 2009. On est quand même sur des bases solides économiques, d'où l'intérêt d'investir énormément pour qu'il y ait une reprise économique forte et que les entreprises ne s'effondrent pas. Voilà quelle était la stratégie du gouvernement. Donc chacun a pu dire qu'elle avait été payante parce qu'on a vu le rebond qui s'est produit à partir de mi-mai et surtout à partir du mois de juin. Bon voilà, donc je pense que ce confinement, semi-confinement qu'on a vécu là, où l'essentiel, 90% d'activité a pu être maintenu, ce qui est bien différent par rapport à... Il a resté que 40% pendant le premier confinement. Là, 90% d'activité a été maintenue. On a appris à vivre avec cette maladie. On apprend quand même à chaque fois un peu plus sur les gestes barrières, sur l'utilité, comment porter un masque, comment vivre dans une entreprise, comment vivre dans des écoles. Vous voyez, c'est quand même le chemin parcouru. Ça ne fait pas un an. Ça fait pas un an, ça fait à peine 9 mois qu'on se retrouve confronté à cette pandémie mondiale. Donc, et puis la perspective du vaccin. La perspective du vaccin, imaginez bien que ça sera long. Hein. Le logistique est très très lourde pour vacciner. On est 67 millions de Français. Donc vous imaginez, on va commencer par les soignants, effectivement, et puis après les personnes âgées, les plus vulnérables. Mais déjà, on pourra éviter tous ces pics en milieu hospitalier. Donc ce qui sera déjà... là aussi, une forme de résilience face à la maladie.
dont on nous dit que les vaccins, les deux qui sortent là, sont plutôt fiables, mais Sanofi est en train de travailler sur 2 modes de vaccins qui devraient arriver. Le premier étant en juin, parce que c'est notre champion national, donc je suis un peu cocorico, mais même si les Américains ont un peu pris de l'avance, avec Pfizer et puis Moderna qui est quand même dirigé par un Français. Donc on voit quand même qu'il commence à avoir des perspectives, on commence à avoir de la lumière au bout du tunnel, tant mieux, parce que pour certaines professions, ils sont exempts. Et on parle beaucoup des cafés, restaurants, hôtels, mais au-delà de ça, Monsieur le Président MEDEF en faisait allusion, tout le monde de l'événementiel. C'est assez dramatique dans en plus un secteur qui se portait très bien avant. Donc voilà, allez, encore un effort, soyons sérieux, ne faisons pas n'importe quoi à Noël, apprenons de nos erreurs collectives, et moi le premier, sur nos comportements, sur comment on doit se comporter dans un restaurant, en famille, avec des gens qui sont à risque, et je pense que on apprendra et on s'en sortira plus facilement et qu'il n'y aura pas de 3e confinement partiel. Dans toute dans tout ce travail du Covid-19, justement, vous l'avez dit, on a fait beaucoup d'efforts sur la formation, l'apprentissage, les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on va découvrir bientôt au niveau de la formation? Parce que oui, on a fait des efforts, mais là, en ce moment, pour aller à l'école, c'est compliqué. Les examens, ils les passent, on ne sait pas trop comment. Les stages, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à les trouver. Comment se comportent les jeunes par rapport à ça et par rapport à l'entreprise? Alors, la jeunesse, c'est assez compliqué. La jeunesse de maintenant ne ressemblera jamais à notre jeunesse, bien évidemment. D'abord, ils sont nés avec le terrorisme. Il faut bien le prendre en considération. Et dans toutes les écoles maintenant, pour tout vous dire, il y a les alarmes incendie, puis il y a les alarmes antiterrorisme. Vous voyez, donc ils sont nés avec cette culture du terrorisme. Et maintenant, ils sont nés avec cette culture sanitaire, donc c'est-à-dire cette culture Covid. Donc vous voyez bien qu'on a une jeunesse qui est un petit peu, qui ne ressemble pas en tout cas à toutes les autres. Sur la question dont vous posez concernant les contrats en alternance, je crois que le MEDEF a fait des propositions au gouvernement qui ont été entendues et on a eu donc, vous savez, on a obtenu cette fameuse prime de 8 000 ou 4 000 en fonction de l'âge donc de l'alternant, ce qui marche plutôt bien pour les entreprises et ce qui a à peu près retrouvé sensiblement le même niveau d'alternants, de prise en considération, enfin de prise en compte d'alternants ou d'embauche d'alternants dans l'ensemble des sociétés françaises, quoi. Donc c'est vrai que ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien pour cette année. Parce que les primes, on peut en bénéficier cette année. Pour l'année prochaine, on ne bénéficiera pas de primes. Pour le moment, en tout cas, en l'état actuel, on ne bénéficie d'aucune prime. C'est-à-dire que lorsque nous avons un alternant qui est dans une entreprise pour 2 ans et qui potentiellement d'ailleurs pourrait être embauché, c'est souvent d'ailleurs le cas. Vous savez qu'un tiers des alternants sont embauchés dans l'entreprise dans laquelle ils font leur formation. Donc ce n'est pas rien. Mais concernant cette prime, si on n'en bénéficie qu'une année et pas l'autre, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise les prendront une année et l'année d'après, ces alternants se retrouveront sans stage. Ils devront renouveler à droite à gauche leur démarche pour trouver donc des stages. Donc le MEDEF travaille là-dessus et continue à faire des propositions. Vous savez, on est dans une situation économique aussi sans précédent. Ce n'est pas une crise du capitalisme que l'on vit, c'est une crise sanitaire. Donc c'est très compliqué, ça veut dire que les chefs d'entreprise n'arrivent pas du tout ni à diriger, ni à maîtriser en fait cette crise-là. Elle ne leur appartient pas. Elle appartient au gouvernement, elle ne nous appartient pas. C'est vraiment la complexité. Donc il y a des sociétés qui vont fermer, il y a des sociétés qui tiennent debout, mais celles qui tiennent debout, une grosse partie, sont relativement frileuses. Est-ce que l'année prochaine, on continuera à préserver ces alternants, oui ou non? Ça va être compliqué. Il faut absolument qu'on maintienne ces prises, ces aides à chaque année, en fait, durant chaque année que nous avons ces alternants. Ce que soulève M. Lafont, c'est vrai que c'est une chose dans plusieurs domaines qu'on retrouve, c'est qu'on répond à une situation qui est loin d'être évidente,
Mais on a l'impression qu'on attend que ça se finisse et que tout va s'arrêter une fois qu'il y aura le vaccin, par exemple, et qu'il n'y aura plus besoin de parler de la pandémie. Alors que la situation déclenchée, même si demain la pandémie disparaît, elle va quand même durer au niveau des entreprises. Le problème économique va durer 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Pourquoi ne pas faire des aides qui directement tiennent compte de cette donnée-là, au lieu d'avancer les pions tout petit par tout petit? Alors, En termes de vision, je on dirais. n'avance pas les pions. Enfin, on est dans une crise avec une gestion au jour le jour. Qui aurait imaginé, il y a 1 an aujourd'hui, qu'on subisse une crise sanitaire suite à une pandémie de cet ordre, dont on n'avait même pas connaissance encore à cette époque-là, et qu'on ait à vivre 2 confinements, un dur, un assoupli. Bon, vous voyez que ça aurait été de la science-fiction à l'époque, soyons honnêtes. Donc vous voyez que ce n'est pas une stratégie aujourd'hui des petits pas, c'est une stratégie de l'adaptation maximale. Et après, on fonctionne par exercice budgétaire annuel en France. Donc, et c'est pareil chez nos voisins aussi. Donc on peut imaginer des plans longs. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que on a un commissaire au plan aujourd'hui, justement pour mettre en perspective avec le plan de relance dont on a un peu parlé là, mais qui sont quand même des actions et des aides, des pans entiers de l'économie française, que ce soit sur les territoires, sur la digitalisation de notre économie, que ce soit également donc, avec le développement du numérique, des plateformes numériques pour nos commerçants, justement, de façon à ce qu'ils soient plus forts face aux GAFA, qui sont les géants, qui sont Amazon et autres, ils sont nombreux, et qui travaillent avec des algorithmes. Donc vous voyez qu'en plus, le combat est inégal. Mais eux, ils ont l'avantage d'avoir la proximité et en tout cas l'amitié et l'attachement profond des Français pour leur commerce de quartier. Mais j'y reviendrai d'ailleurs parce que c'est quelque chose d'essentiel de renouer avec ce commerce de proximité et qu'il faut revivre nos villes et nos villages aussi, parce qu'on a été sur un modèle que moi j'ai critiqué depuis bien longtemps. Donc je m'enorgueillis de ne jamais avoir changé de cap là-dessus, mais ces immenses grandes surfaces à la périphérie des villes ont tué les centres-villes. Je ne veux pas les opposer, mais les modèles urbanistiques qui ont été faits en France depuis la fin des années 70 n'ont pas aidé à structurer les cœurs de ville, de villages où on a paupérisé les centres-villes et on a amené la richesse en extérieur et développé un mode urbain de construction, de lotissement. J'en ai vécu, j'étais constructeur, je le sais. Et donc, c'est l'un de nos échecs collectifs, qui n'est pas le même en Angleterre, qui n'est pas le même en Allemagne, où ils n'ont pas eu du tout ce schéma de développement économique. Bon, aujourd'hui, les choses sont ainsi. On retrouve nos commerces de centre-ville et on les aime. Et bien, on va les soutenir jusqu'au bout. Bon, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des champs d'action qui vont être forts en 2021. Donc, le budget va être modifié. Le budget 2020, on en est au projet de loi de finances numéro 4. Donc, vous voyez qu'il était adapté jusqu'au bout. Donc, celui qu'on vient d'adopter juste à l'Assemblée nationale, qui est parti au Sénat, qui va revenir devant l'Assemblée, il peut être encore amendé. Et bien sûr que sur les alternants, pour revenir sur le sujet qui faisait débat à l'instant, bien sûr qu'il va falloir, c'est l'avenir. Enfin, on n'a pas tant investi dans cette majorité pour l'apprentissage, avec les succès qu'on connaît, parce qu'il y avait une augmentation de 20%, me semble-t-il, de l'apprentissage sur l'année 2019. Donc avec ce vrai succès, parce qu'on pensait que ce n'était pas possible. Vous voyez, on a enfin réussi à faire comprendre aux familles, aux gamins, au monde institutionnel de l'éducation que ce n'était pas des voies de garage d'apprentissage, mais des solutions vers l'emploi qualifié, où on peut reprendre des études tout à fait pertinentes et où le chômage est beaucoup plus bas. Donc voilà, il y a ces efforts conséquents qui ont été faits sur l'apprentissage, que ce soit sur la rémunération, sur la simplification, il faut les poursuivre. Et donc oui, il faut montrer aussi l'exemple en cette période difficile de prendre des stagiaires, et notamment les institutions et le monde public, dans les mairies, dans les collectivités. Il faut prendre les gamins en stage, notamment les gamins de 3e qui doivent commencer à s'ouvrir vers le monde économique. Ouais, le cabinet en parlementaire, on en prend régulièrement, même dans un confinement, parce qu'il faut montrer l'exemple aussi, et que c'est important que ces enfants aient une vision du monde économique. Ça, c'est pour la jeunesse, parce qu'elle paye un lourd tribut, vous en parliez à l'instant. Effectivement, la jeunesse de 2020 n'est pas très joyeuse. Enfin, ça sera, en espérant que ça dure qu'une année, une année et demie, qui aura été prise sur leur jeunesse. Bon, après, toutes les générations, j'oserais dire, ont leurs vicissitudes. Regardez celle de nos grands-parents, qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale et qui, dans les villes, ils n'arrivaient pas à nourrir leurs gosses. Et sans parler du mari qui était des fois prisonnier en Prusse, enfin, ou en Estonie. Enfin, voilà. Et après, d'autres ont connu... Alors, il y a eu les 30 Glorieuses, d'accord. La mienne génération, celle qui était jeune dans les années 90, on avait quoi?
la crise économique chronique des années 80-90, donc moi j'ai entendu parler que de ça. Et on avait en plus le sida. Là-dessus, vous rajoutez... et après, arrivé les années 2000, les années de terrorisme, qui ont commencé avec le 11 septembre 2001. Donc vous voyez que chaque période, chaque jeunesse a peut-être eu, chaque génération a ses vicissitudes. L'idée, c'est de savoir comment on s'en sort ensemble, comment on fait nation, comment on fait dans ce pays à penser un peu moins pour soi-même et à se projeter un peu plus, mais ensemble. Et c'est peut-être ça qui me choque aujourd'hui, ce que je vois passer sur les réseaux sociaux est inquiétant, où quand je vois cette vision qu'on a aujourd'hui, ne serait-ce que pour le vaccin, on dira les autres d'abord, hein, parce que le truc n'est pas vraiment fiable, mais sur quel fondement on dit ça aujourd'hui, par exemple? Est-ce que cette défiance qu'on a envers la médecine, nos soignants, on est bien content de les trouver aujourd'hui. Quand je vois comment comment s'est partagé ce scandaleux reportage, qui se dit reportage, mais qui n'est absolument pas un travail journalistique, qu'on appelle Hold Up, mais c'est un Hold Up du bon sens pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on fait parler tout et n'importe quoi sans que ça soit des vrais journalistes. Donc aujourd'hui, on a des vrais soignants, on a de vrais journalistes, on a de vrais scientifiques qui travaillent à ce qu'on s'en sorte collectivement. De grâce, faisons-leur confiance, comme on fait confiance au monde économique. Et je pense que c'est ensemble qu'on sera résilient. On commémorait les 50 ans de la mort de De Gaulle. À l'époque, on savait faire nation quand le pays connaissait des affres et des difficultés. C'était pas facile. Mais une fois de plus, on va se retrousser les manches, mais on n'y arrivera qu'ensemble. Alors, je vais revenir parce que j'ai eu l'impression que M. Lafont n'était pas d'accord avec vous sur l'urbanisme et les grandes surfaces. Donc, on peut mettre en plus dedans... c'est intéressant en plus. Voilà, parce que je vais rajouter une donnée supplémentaire qui est le e-commerce. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs types de commerce. Le petit commerce de proximité avec du conseil, la grande surface où on va tout trouver. Alors après, géographiquement, ça a été extériorisé. Aujourd'hui, il y a un troisième problème qui est le e-commerce. Problème ou pour beaucoup de solutions. Quelle est votre position par rapport à tout ça? Bon. Concernant les grandes surfaces, en fait, je voudrais revenir sur 3 points en vrai. J'aimerais revenir sur les grandes surfaces, sur les hôpitaux rapidement et sur ce court-métrage de Hold Up, en somme. Rapidement sur Hold Up, pour faire simple, ce ne sont qu'une série de fake news. Donc, c'est un reportage qu'un journaliste a monté, s'est fait plaisir, mais ça ne reste que la vision cauchemardesque de ce journaliste, quoi. Alors, quand même, c'est intéressant malgré tout de le regarder, parce que ça pourrait montrer certaines attitudes de nos concitoyens. Et en termes d'économie, c'est quand même aussi important de savoir à qui on s'adresse pour pouvoir effectivement vendre l'ensemble de nos produits. Mais ça donne quand même cet aperçu. Mais je le dis devant votre télé, ce n'est qu'une série de fake news qui n'a ni queue ni tête en somme, et dans laquelle il ne faut pas s'inscrire là-dessus. Et quand on est perdu ou quand on est en colère, on a plutôt tendance à croire ce type de fake news qu'à croire en fait les gens qui essaient de nous sortir de cette crise, quoi. Donc rapidement, ça je voulais aussi le préciser, quoi. Voilà. Bon, concernant la grande distribution, c'est un peu différent. La grande distribution a répondu à un besoin, à 2 besoins même. Un besoin de beaucoup plus de marchandises, c'est-à-dire un besoin d'acheter une plus large gamme de produits et à des prix beaucoup plus bas. Vous voyez, donc la grande distribution a répondu à ces 2 besoins. Donc ces 2 besoins ont généré en tout cas une nouvelle économie qui est la grande distribution. Mais ce n'est pas la grande distribution qui a fait déserter les centres-villes. Prenez le centre-ville de Bordeaux, prenez le centre-ville de Toulouse, prenez le centre-ville de Lyon. Les centres-villes vivent aussi bien que les grandes surfaces. Actuellement, ces centres-villes ne subissent pas la crise des centres commerciaux, ils subissent la crise des gilets jaunes, ils subissent la crise des retraites, ils subissent la crise des attentats, mais ils ne subissent pas la crise des centres commerciaux. Enfin, un centre commercial, qu'est-ce que c'est qu'un centre commercial? C'est un chef d'entreprise, français bien souvent, qui s'installe en France, qui emploie des Français et qui paie ses impôts en France. Vous voyez, donc, on ne peut pas jeter comme ça, enfin, vous dire, tiens, la grande surface a décentralisé comme ça le centre-ville. C'est souvent, d'ailleurs, on s'aperçoit que la décentralisation des centres-villes se fait sur les petites et moyennes communes.
Juste, je terminerai, et dans notre département, le dernier né, on va dire, c'est le Grand Mail. Je peux vous en citer, je le connais bien. Hein. Le Grand Mail, ils embauchent 1500 personnes. Donc c'est pas rien. Et ils embauchent à peu près 500 personnes des PME qui gravitent autour de ce Grand Mail. Et s'ils n'en avaient pas fait, ou s'ils n'avaient pas eu ce Grand Mail construit en périphérie donc, de la cité d'Aquoise, tous les habitants, une grosse partie des habitants de cette périphérie, de cette grande agglo, seraient partis au BAB. Parce que le BAB aurait répondu aux besoins de ces habitants-là. Donc le Grand Mail a fixé les locaux sur leur territoire. Alors ensuite, la désertification des centres-villes est vraiment un autre problème, et plutôt un problème, je vais presque dire, d'ordre politique, sur lequel je ne suis pas inscrit en qualité de président du MEDEF, mais on ne peut pas dire que c'est la grande distribution qui a contribué à la désertification, en tout cas, des centres-villes. Voilà. Concernant les hôpitaux, permettez-moi, concernant les hôpitaux, je rejoins encore là ce qu'a dit donc, le député Lenné concernant les hôpitaux. Tout le monde les applaudit à 20h et on aurait tendance à leur tourner le dos presque maintenant. Bon, c'est quand même un paradoxe quand même incroyable. Mais, et concernant les vaccins, j'écoutais une émission télévisée qui parlait justement des vaccins, et d'ailleurs c'est l'Europe, vous voyez, qui va acheter les vaccins visiblement pour l'ensemble donc des pays européens. Et heureusement, tant mieux, comme ça il y aura une distribution plus équitable sur l'ensemble en fait des Européens. Mais les premiers servis, ce sont donc les personnes les plus exposées aux personnes malades, donc les gens des hôpitaux. Je vous rappelle juste que tous les personnels agents hospitaliers, on leur a demandé depuis déjà des décennies de se vacciner contre la grippe. Vous savez combien il est-il de pourcentage de personnes hospitalières vaccinées contre la grippe? Il y en a moins de 25%. Moins de 25% du personnel hospitalier sont vaccinés contre la grippe. Or, ils devraient l'être à 100%. Les médecins, j'écoutais ça, cette statistique, les médecins le sont à 80%, les infirmières le sont à peu près à 60%, et plus on descend, moins ils le sont vaccinés. Est-ce que c'est le manque d'information? Est-ce que, j'ignore, est-ce que ça se fait au volontariat? Les gens ont des doutes, ils y croient au vaccin, ils n'y croient pas. Bon, vous voyez que c'est très compliqué, quoi. Donc le vaccin nous soignera, bien évidemment, nous permettra de reprendre l'activité, mais le peuple français ne sera pas vacciné sur une année. Donc il faut bien qu'on arrive à apprendre à travailler et à être déconfiné sans le vaccin. Le vaccin sera la cerise sur le gâteau le jour où 60% au moins de nos concitoyens seront vaccinés. Alors il faut bien qu'on arrive à continuer à travailler. Oui, je souscris beaucoup de choses à ce qu'a dit Monsieur le Président. Merci Juste beaucoup. très rapidement, parce que je critiquais pas les grandes surfaces, je critiquais ce que nos politiques urbanisme avaient engendré. Évidemment que les patrons de grandes surfaces, dont j'en connais beaucoup, sont des gens qui ont beaucoup de monde, qu'on a bien été content d'avoir lors du premier confinement, parce qu'ils ont quand même nourri le pays, avec notre agriculture, contre qui on tape aussi beaucoup dans ce pays, mais dont elle a beaucoup évolué, qui est, je rappelle, l'agriculture la plus verte au monde. Là aussi, il faut quand même rappeler quelques vérités de temps en temps. Et les grandes surfaces ont joué leur rôle. Et en plus, dans beaucoup, il y a eu des primes pour les salariés. Ils ont été assez remarquables. Ce que je critiquais, c'était le modèle de l'urbanisme, où je vois certains aujourd'hui qui pleurent avec les petits commerces fermés, mais dont le modèle de l'urbanisme, pendant longtemps, a été de développer des grandes surfaces en périphérie de leur ville. Et aujourd'hui, ils prennent des arrêtés illégaux pour permettre ou faire croire au commerce qu'on va les faire ouvrir, alors attendu que ce n'est pas possible. Donc voilà, donc moi je suis juste pour la cohérence en politique. Moi j'ai toujours tenu la même ligne là-dessus. On peut évoluer bien sûr, mais moi je pense qu'il faut un équilibre entre les grandes surfaces, comme il y a à l'étranger, et un équilibre de commerce de centre-ville, parce qu'il faut faire vivre au cœur de ville. Et moi quand j'étais maire, j'ai beaucoup travaillé sur mon centre-ville, à Sanguinet. Vous pouvez venir voir, on a travaillé sur du commerce de bouche local, on a créé des arcades, une place du marché, enfin voilà, on a une vraie stratégie et on a laissé le centre commercial, on lui a permis de se développer, mais dans le centre-ville, de façon à ce que la galerie marchande en gros du supermarché, ça soit le commerce de centre-ville et qu'il y ait une cohésion dans l'ensemble et un équilibre. Voilà. Ce qui ne peut pas venir dans le centre-ville, effectivement,
gros magasins de bricolage, pas mal d'activités, à vocation à aller en périphérie. Mais tout ce qu'on peut mettre dans le centre-ville, de grâce, il faut le mettre. Et il y a aujourd'hui le plan Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain qui répondent, qui remettent des managers au centre-ville, payés par l'État aujourd'hui, à disposition des maires, de façon à redynamiser ces territoires-là. Parce que souvent, ces petites villes, eh c'est l'ancien chef-lieu de canton ou le chef-lieu de canton qui est un pôle d'attractivité, qui a les charges de centre-ville, qui profite à tous les villageois et tous les petits villages d'à côté. Donc il faut réaffirmer ces poches de centralité. Vous parlez de Bordeaux et de Toulouse. Eux, c'est des métropoles. Donc, ils ont une autre activité. Ils ont rénové souvent magnifiquement leur centre-ville. Bien sûr qu'ils ont souffert des crises sociales, mais notamment celle des Gilets jaunes. Mais en tout cas, ils ont une attractivité du fait de leur taille, du fait du nombre d'habitants en leur cœur. Et puis, parce que c'est un centre commercial en ville, là, pour le coup. Avec, voilà, cette beauté de centre-ville à Bordeaux, mais même à Toulouse, même à Paris, où c'est un agrément que de sortir. C'est la balade en même temps que... Bon, voilà. Pour revenir sur ça, sur l'hôpital, j'y souscris tout à fait. Il faut retrouver confiance en nos soignants. Et la logistique pour soigner bien sûr soigner, mais vacciner nos compatriotes, ça sera de longue haleine. Et une fois de plus, il va falloir être convaincant. Mais enfin, quand même, dans une société où on fait plus confiance à l'homéopathie, on n'a rien besoin de prouver, il n'y a aucune étude d'impact, et on ne fait pas confiance aux vaccins sur lesquels les scientifiques ont travaillé avec 3 phases, avec des gens qui ont risqué leur vie, pour faire avancer la science. C'est-à-dire qu'on testait les vaccins avant vous pour qu'ils soient fiables quand vous les utilisez, quoi. Bon, voilà, je veux dire, il faut remettre l'église au centre du village et faire en sorte de redonner de la confiance là, à ce qui mérite d'en avoir et ce qui peut nous sortir de l'ornière dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, débat passionnant, puisque on va arriver à la fin, déjà. La dernière chose qu'on va aborder très rapidement, c'est quand même l'état psychologique. On parlait des soignants qui ont été quand même durement touchés, justement, qu'on a applaudi à 20h et que maintenant on critique. C'est vrai qu'on a un peu cette manière de dire chez les autres et pas chez nous. Il y a eu assez de scènes de soignants habitant des endroits qu'on a demandé de déménager. Aujourd'hui, je dirais psychologiquement, les chefs d'entreprise aussi souffrent. Et on finira sur ça. Comment on va faire pour les aider? Alors, pas que les chefs d'entreprise, les salariés aussi. Vous savez, les salariés dans les TPE-PME, ce sont des affaires familiales, dans lesquelles le chef d'entreprise souvent connaît tous les acteurs de la famille du salarié qui l'embauche et vice-versa. Donc, on travaille de manière familiale et on s'entend de manière familiale, même si ça reste quand même du travail. Donc, on a les chefs d'entreprise qui veulent reprendre leur activité, mais les salariés aussi veulent reprendre l'activité. Ils n'ont pas vocation à rester chez eux. Voilà. Donc, quand vous parlez de souffrance, il y a une souffrance psychologique sans précédent. Vous savez que l'on commence à avoir des suicides. On en a un en Belgique, on en a eu encore un autre à Paris, on commence à avoir de plus en plus de suicides. On a des associations comme APESA, qui sont des associations d'aide psychologique aux entreprises, qui sont surbookées, sursollicitées par les chefs d'entreprise, mais bien souvent, un employeur n'a pas la culture d'aller se plaindre. Vous voyez, souvent, l'employeur n'a pas cette culture, même malade, bien souvent, il est à son poste de travail, quoi. Vous voyez, donc, c'est comme ça fait partie du chef d'entreprise. Donc, le chef d'entreprise, aujourd'hui, pour ceux en tout cas qui sont en souffrance, parce qu'on l'est tous quand même, on l'est tous solidairement. Je vous le dis franchement, les yeux dans les yeux. Il y a certains qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, et ceux qui travaillent pleurent pour ceux qui ne travaillent pas, en vrai. Et donc, tous ceux qui ne travaillent pas sont inquiets, souffrent, ils ont des familles à nourrir, ils ont des crédits à payer, et ce sont des projets d'une vie. Les gens ne savent pas comment s'en sortent, il n'y a pas de perspective, ou des perspectives toujours petit bout par petit bout comme ça. C'est extrêmement compliqué pour eux de travailler. Si j'avais un message à faire passer, voyez, en qualité de président du MEDEF des Landes, ce serait de casser cet isolement, cette solitude. Il faut absolument que le chef d'entreprise, je ne fais pas la promotion du MEDEF, mais que le chef d'entreprise adhère au moins à sa branche professionnelle. Que le chef d'entreprise, à défaut, adhère au MEDEF. En fait. Et nous avons des cellules. Les branches professionnelles ont des cellules. Et ce que connaît et la crise qu'est en train de subir le chef d'entreprise, d'autres la subissent aussi. Il est important entre eux d'en dialoguer, il est important entre eux d'extérioriser ce qu'ils sont en train de vivre, il est important aussi entre eux de les diriger vers des personnes spécialisées qui les aideront psychologiquement à passer ce cap.
faute de quoi on aura de plus en plus de victimes. La victime la plus importante est le décès, mais les autres comme le burn-out, le fatalisme, la déception, la colère, vous voyez, sont aussi des traumatismes psychologiques très graves et très aggravantes pour notre économie et pour notre pays. Alors, ça sera ma dernière question. On finira sur ça et je vais vous l'adresser à vous, Monsieur Lenné, justement. Est-ce que c'est des messages aujourd'hui que l'on commence à avoir, à entendre et à aider et à trouver des plans, comme il y a le plan de relance, il y a eu le plan sanitaire, pour pouvoir aider psychologiquement les chefs d'entreprise et d'autres personnes qui pourraient être touchées, ou c'est quelque chose qui est complètement oublié dans le fonctionnement? Il vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, le gouvernement s'interrogeait et s'inquiétait particulièrement, notamment notre ministre de la Santé, le président de la République, le Premier ministre, de l'état psychologique, du pays et de ses ressortissants. Bien sûr, les chefs d'entreprise, tel traumatisme, quand tout ce que vous avez créé du travail d'une vie peut se réduire aujourd'hui par des fermetures administratives nécessaires à rien, une peau de chagrin par rapport à ce que toute la croissance qui a été l'œuvre familiale des fois, l'œuvre de travail collectif, enfin voilà. Et donc, mais quel désarroi face à ça. Et puis il y a tous ces gens qui sont au chômage partiel. Alors oui, il y a un traitement social aujourd'hui, parce qu'on est quand même sur un État qui est très bienveillant, solidaire, et donc on traite via le chômage partiel, 1500 € aux indépendants et chômage partiel pour les salariés. Oui, mais là, c'est psychologique quand on se dit, mais dans quel état je vais reprendre ma clientèle après pour le commercial et puis l'employé de restaurant, il me dit, mais est-ce que mon patron va pouvoir me rembaucher si on est sur une jauge à moitié ou un tiers? Est-ce que mon patron va pouvoir me reprendre à temps complet? Bon, l'État fera la différence, mais on n'est pas quand même dans des périodes d'économie florissante pour tous ces secteurs-là. Donc, vous voyez bien la difficulté et donc le trouble qu'il peut y avoir. Et puis toutes les maltraitances à domicile, les maltraitances sur enfants, maltraitances entre conjoints, la violence intrafamiliale qui a explosé et pendant encore ce confinement-là. Donc, vous voyez qu'il y a tous ces aspects psychologiques, vous voyez, qui sont... Le spectre est plus large encore. Bon, une fois de plus, il est temps qu'on adopte des comportements responsables en société dès qu'on va être déconfiné partiellement. Il paraît que c'est plus la mode d'employer le mot déconfiné. Moi, j'ose l'employer parce que c'est ça. Il faut appeler les choses par leur nom. Et donc, quand nos restaurants vont ouvrir, je ne suis pas trop inquiet pour les commerces parce qu'on a vu que les coiffeurs et coiffeuses avaient été des gens extrêmement regardants sur les protocoles sanitaires. Ça s'est hyper bien passé. Et plein d'autres commerces où ça a vraiment été, ils ont été fiables, ils ont été au rendez-vous. Mais sur les restaurants, c'est là où il y a des restaurants, dans les cantines scolaires, surtout les cantines d'entreprise scolaires, ils sont encadrés. Dans le monde du sport, etc., moi j'ai vu beaucoup de choses où c'était quand même du grand n'importe quoi. Enfin, on est des latins et des fois on a un peu de problème avec les règles. Une fois qu'on a dit qu'on est libéré, bah, c'est la grande libération. Et donc il y avait des comportements, et que ce soit à Paris ou dans les Landes, je peux vous assurer qu'il y avait des comportements de certains commerçants, une extrême minorité. Certains commerçants, comme certains bureaux de tabac des fois, où personne portait le masque à l'intérieur, complètement irresponsable aussi. Donc au bout d'un moment, on paye aujourd'hui les excès d'une minorité. Et c'est ça qui est grave dans ce pays-là. Alors chacun y réfléchit à comment... Alors est-ce qu'on ne pourrait pas confiner de force les plus âgés ou les plus vulnérables? Vous voyez que c'est compliqué de faire de telles césures dans la société. Bon voilà, donc une fois de plus, il nous faut être responsables collectivement, solidaires collectivement. Et on va s'en sortir, j'en suis persuadé. On a beaucoup appris de cette maladie. Et vous voyez que l'état d'esprit du patronat français, landais et des politiques, et on pourrait parler du monde social, ne sont pas très, très éloignés des buts à atteindre. En tout cas, c'est de faire nation et que ça soit résilient pour les années à construire pour notre pays. Merci beaucoup. Je vais vous remercier d'être venu. Monsieur Lafont, nous nous retrouvons demain où nous aurons le député Lionel Cos à la place de Monsieur Fabien Lenné. Monsieur Fabien Lenné, merci d'être venu nous voir. À demain. Bonne fin de journée. À demain.